peut parler un petit peu de plus la partie people et la façon dont on accède aux ressources, où on voit de plus en plus de part-time CMO, fractional CMO, etc. Qui se mettent à leur compte. Donc, je sais qu'il y a des moments, on a des gros projets, on a besoin de quelqu'un qui puisse venir in and out. Il y a des moments, on a des intérims, des gens qui partent, des congés mat, etc. Et on a besoin d'avoir des ressources assez flexibles. Et que, surtout dans les grosses boîtes, aller négocier un headcount, c'est genre la croix et la bannière, alors que quand tu es assis sur un budget de 10 millions, mettre quelques milliers d'euros de côté pour prendre quelqu'un en fonction des besoins, c'est hyper facile. Ce qui suit, c'est le format capsule qui regroupe des extraits de notre podcast Marketer Moment, ainsi que des vidéos explicatives qui sont produites par Matirs, société spécialisée en marketing à temps partagé. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc il y a vraiment cette tendance de plus en plus de flexibiliser l'accès aux ressources marketing et notamment aux CMO. On voit quand même le salaire des CMO, c'est quand même très très haut dans les 6 chiffres assez vite. Certaines startups ne peuvent pas se permettre ça, mais ont besoin de cette expertise. Et parfois, ils n'ont peut-être pas besoin de 5 jours sur 5 un CMO, alors que la boîte, l'équipe marketing, c'est 3 juniors et que ça ne va pas si vite que ça. Voilà, donc c'est un concept qui commence à beaucoup prendre, qui a commencé aux États-Unis et maintenant qui arrive beaucoup en France. Moi, je trouve que c'est un petit peu pompeux de dire fractional CMO. Pour moi, je me présente plus comme une consultante marketing qui peut faire de l'intérim, c'est-à-dire des missions temporaires ou alors du part-time sur plus long terme, où là, c'est plus, tu vas coacher une fois par semaine une équipe pour les faire évoluer, les faire avancer, driver un peu la stratégie, mais avoir l'exécution vraiment dans le... Mais concrètement, sur le métier des freelance marketing, et c'est quoi selon toi la trend? Est-ce que ça va continuer, tout ça? En fait, je pense que ça a commencé début 2023, quand il y a eu un peu cette crise dans la tech et que Salesforce y est passé aussi, des réductions d'effectifs dans tous les sens. Et qui dit réduction d'effectifs dit généralement hiring freeze aussi. On ne va pas recruter directement après. Sauf qu'en attendant, on avait quand même encore des objectifs de 30% de croissance tous les ans. Donc, on se retrouve avec moins d'effectifs, pas le droit de recruter, et des targets qui continuent de monter. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai dans mon contrôle ? J'ai un budget, je vais aller trouver des freelances et puis j'étoffe mes équipes comme ça. » Et donc, la trend a commencé comme ça. Je pense que c'est parti pour durer parce qu'on a très vite reconnu que c'était quand même très pratique et qu'il y a des super talents sur le marché qui n'ont même pas envie d'être en CDI non plus. Donc, il y a aussi cet accès à des expertises de manière ponctuelle que tu peux peut-être pas te permettre en full-time ou dont tu n'as pas besoin en full-time aussi. Donc, je pense que cette trend, elle est amenée à continuer et peut-être même au-delà des métiers du marketing. On pourrait imaginer des part-time BDR, pourquoi pas quoi. On en parle souvent, je pense que les sales, tout le monde, les business operations. C'est la gig economy, quoi. La gig economy pour les métiers plus C-level. Et ça, c'est sûr. Je pense que ça met du temps pour certaines fonctions, typiquement les sales, parce que si tu dis, je prends pas le lead, parce que là, c'est pas ma journée où je bosse pour toi, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi une structure. Mais effectivement, ce qu'on résume souvent dans les discussions avec Nofal, c'est qu'il y a quand même 2 tendances très fortes. C'est la fractional economy qui monte de plus en plus, qui se diversifie, et même les sales, ça va finir par arriver, mais dans des modalités un peu différentes de marketing, parce que marketing, finance, admin, c'est très facile à outsourcer. Et je pense que c'est globalement possible sur la plupart des métiers, en dehors de vraiment tes canaux historiques. Par exemple, tu peux pas outsourcer ou fractionnaliser le trade marketing chez Salesforce. Non, mais tu peux fractionnaliser une partie de la création de contenu, que ce soit de la vidéo, que ce soit de machin, parce que tu vas pas prendre quelqu'un à temps plein chez toi qui va dire ça y est, lundi soir, ça y est, moi, c'est fini, moi. Juste pour, du coup, c'est quoi à peu près le rythme? Parce que je sais que chaque fractional CMO ou advisor, globalement, il a une forme de rythme. Là, tu suis quoi, 2-3 boîtes en parallèle? Tu es plus en mode de... Ça aussi, c'est tout un sujet. Il y a le part-time, ou en tout cas le temps partagé, parce que tu es dans la boîte et tu es régulièrement sur certains jours avec le client, ce qui est une manière de voir ce côté fractional. Et tu as aussi une autre forme qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis, en tout cas c'est ce qui se fait beaucoup plus, c'est le fractional en mode mission, delivery, je sais pas, j'audite, je refais toute ta brand sur 3-4 mois, on casse tout ou bien on restructure, et après, de toute façon, le client veut internaliser.
Donc déjà, pour un peu comprendre le format que tu as choisi, comment tu l'exécutes, avant évidemment d'aller sur plus de théorie ou de réflexion sur l'évolution du modèle. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai choisi, parce que j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de clients, et donc là, je suis plutôt en mode je refuse des gens. Mais comment je l'ai fait et ce qui me convient plutôt bien aujourd'hui. Donc, j'ai 2 clients principaux où je suis fractional, où je vais faire 2 jours chez eux par semaine sur des jours établis. Donc, je suis dans la boîte, j'ai mon adresse mail. C'est comme si c'était un poste à part entière, sauf que c'est sur 2 jours. Donc, parfois, c'est un peu intense quand même d'en avoir 2 comme ça en parallèle. C'est aussi donc, je pense pas que je vais le faire sur du long terme. Et peut-être passer à 3 chez un ou quelques et arrêter l'autre, et on verra. En tout cas, ce modèle-là fonctionne bien parce que tout faire en même temps, déjà, tu fais pas de la qualité, t'es pas focus et tout. Donc, j'aime bien avoir des jours établis. Et sur le reste, ça me permet d'être aussi un peu flexible où je fais plutôt de l'advisory. Donc là, j'ai pas de delivery ou de mission à faire. Je vais plutôt être en advisory ou d'une head of growth, d'un CEO sur leur stratégie. On va faire des calls, ça dépend, au mois, à la semaine, tous les 15 jours, sur des thématiques. C'est des calls d'1 heure 1h30. Après, souvent, moi, j'aime bien quand même préparer avant, faire du follow-up. Donc, en fait, tu doubles un peu quand même le temps que tu passes. Ou parfois, on va me demander un mini-audit d'un truc ou de faire des entretiens. Mais c'est un peu... Et c'est assez sympa parce que ça permet de suivre des boîtes. Donc là, j'en ai entre 1 et 3 maximum. C'est quoi la première chose que tu essaies non pas de répliquer, mais d'adapter ? Alors, aussi dans ces boîtes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des gens dans mes équipes. Donc là, il y en a j'ai une personne, il y en a une autre, j'en ai 4. Donc ça permet de s'organiser pour ensuite délivrer le plan et tout. Après, mon framework, on va dire, c'est persona, ICP, c'est quoi mon go-to-market, c'est quoi mes KPI et mon reporting, et derrière, mon action plan que je vais faire avec mes différents canaux qu'on peut avoir. Après, c'est sûr que moi, j'ai vachement d'affinité sur site web, tout ce que j'ai fait chez Conto qui a bien marché, et je me dis, j'ai envie de le faire dans d'autres, mais je sais que ça ne marchera pas tout le temps. Et j'essaye de m'adapter en fonction du go-to-market, des KPI, mais au final, même si je ne vais pas sursimplifier ce qu'on fait, c'est quand même très compliqué. Il y a beaucoup Je pense que dans le marketing ou dans la growth, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qu'on ne contrôle pas. C'est ça qui est dur dans ce métier-là. Les concurrents, nos prospects, comment ils agissent. Par contre, ce sur quoi tu contrôles, c'est que tu sais tout l'éventail de canaux, de tactiques, ce que tu peux faire, comment tu arrives à trouver de l'attraction rapide et comment tu arrives à scaler le truc. D'un point de vue accompagnement aujourd'hui, le côté fractional, j'imagine que ça te permet de voir plusieurs choses. Ça te nourrit, toi, j'imagine, un peu en termes de nouvelles connaissances, nouvelles pratiques, c'est diversifié. Je me pose cette question de la valeur ajoutée de ce côté. Je learn un truc chez un, je l'utilise chez 2, et est-ce qu'on devient une sorte de meilleur CMO au final? Parce que quand je vois Guillaume, on parle avec beaucoup de CMO indirectement. Je pense que même moi, je m'améliore en me confrontant à beaucoup de sujets. Est-ce qu'au final, ces CMO un peu qui bougent un peu partout sont des super CMO en quelque sorte? Ouais, c'est possible. Après, en fait, c'est ce que tu disais. En fait, c'est d'ouvrir tes chakras. Donc, en fait, quand tu es en poste, une façon de le faire, c'est de rencontrer des gens qui ont le même job dans d'autres boîtes pour faire clic et voir, OK, il a fait ça, tiens, je vais faire ça. Et donc, c'est en réfléchissant comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper confortable. Moi, je fais des ponts tout le temps. Déjà, ce que j'ai utilisé chez Conto, chez mes clients. Et puis, j'ai 2 clients hyper différents. Donc, une boîte où on est une quarantaine, une boîte où on est plutôt 2000, des secteurs très différents. Mais en fait, il y a des liens partout. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on prend des fractional CMO maintenant. Comme on disait, je ne pense pas que ce soit viable sur le long terme, mais sur des périodes où on a besoin de franchir une étape, où on a quelqu'un qui est parti, où on ne sait pas encore quel profil D'ailleurs, c'est quoi tes use cases? C'est quoi souvent les raisons de ces clients? C'est de l'intérim? Alors, il y en a un... c'est pas intérim, mais c'est en attendant de recruter. On a lancé la motion sales, puis maintenant il faut faire la motion marketing, demand gen, etc. Donc en attendant de recruter.
on va dire intérim dans ce cas-là. Okay. Un autre, oui, c'est en structure. Et oui, en vrai, c'est pareil. C'est en attendant de recruter. Et en fait, c'est plus que c'est une boîte qui passe de quelque chose de très sales-driven à mixte entre sales et product-led growth ou marketing-led growth, on va dire. Donc ça marche bien. Pour l'instant, je n'ai pas fait de remplacement, on va dire, de quelqu'un qui était en poste sur ce sujet-là. C'est plutôt ça, souvent. Je pense quand même, tu prends moins de risques et tu peux affiner ton recrutement avec ce que la personne fait. Ça nourrit la fiche de poste par la suite. J'espère, en tout cas, pour suivre la campagne. Pour conclure un peu vers une dernière question, un peu plus projection, puisqu'on avait ce débat, et comme ça, on peut conclure en beauté. C'est quoi un peu, selon toi, parce que le débat, on l'a fait avant la caméra. On aura quelques morceaux, mais vraiment, juste pour avoir une vision de ce que tu penses un peu de ces sujets-là. Est-ce que tu as commencé juste avant en disant que c'est un cycle. Est-ce que c'est un cycle selon toi? Est-ce que c'est juste le marché qui a besoin de bons CMO et que les métiers du CMO deviennent de la tech? C'est quoi concrètement selon toi? Comme ça, on garde un dernier petit avis avant de clôturer. Alors, je disais un cycle parce qu'en fait, je pense que, comme on disait, le CMO tech, marketing digital, c'est quand même des choses qui sont assez nouvelles. Ça a, on va dire, 15 ans. Donc, en fait, les gens qui ont une expérience dans ce domaine, ils ont entre 10 et 15 ans d'expérience. Ils peuvent être arrivés à la fin d'un cycle. Et du coup, il y a un sujet où il y a une pénurie de talent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent faire le job et bien le faire par rapport au nombre de boîtes qui ont besoin de ça. Donc, ça se double. Donc, il y a l'offre et la demande. Okay. Et je pense que c'est aussi, comme on disait, des jobs qui sont très prenants, etc. Donc, on va être moins, même cette nouvelle génération, à enchaîner les jobs tout le temps ou rester dans une boîte 20 ans. Et donc, il y a peut-être à la fois des boîtes qui ont besoin de ces talents et des talents qui ont besoin de faire un truc un peu différent que d'être en CDI full-time. Pour moi, c'est deux facteurs qui expliquent cette tendance du moment. Qui convergent. Même si j'aime pas suivre les tendances. C'est vrai qu'il faut le voir du point de vue du talent comme étant un sas entre plusieurs projets qui est ultra enrichissant. Ça. Pour peu que tu n'aies pas de churn de clients, pour peu que ça ne devienne pas critique. Et puis pour les entreprises, il est vrai que soit elles n'ont pas atteint la taille qui fait qu'elles peuvent se permettre d'avoir un CMO, soit elles n'arrivent pas à le trouver, soit, c'est intéressant ce que je disais sur les boîtes qui sont sales, soit elles n'ont jamais vraiment considéré, pour tout un tas de raisons, cette place-là. Du coup, ça fait un matching qui est bien. Mon point était de dire que je pense que c'est difficile de faire carrière long terme, à moins de monter une boîte, un peu comme ce que tu fais avec Mathias, parce que tu réinventes un peu le cycle en permanence et c'est fatigant. Je pense que tu es juste moins efficace au bout de 3-4 ans de fractional, à moins d'avoir monté une machine autour de ça. Okay. Et ensuite, je pense que le marché lui-même va se distinguer entre des boîtes qui n'auront jamais besoin de CMO, mais qui peuvent en changer ou garder le même fractionnel pendant des années. Ouais. Mais une grosse partie a plutôt intérêt à internaliser la fonction, en espérant que ce n'est pas pour des mauvaises raisons. Ce n'est pas parce que le fondateur veut s'acheter un CMO. Il y a aussi des mismatchs dans ce sens-là. Et du coup, ce match-là, il est périssable par nature. Et en fait, c'est tant mieux. Mais je l'opposais à des fonctions support comme les RH ou la finance, ou des boîtes des tailles de PME peuvent avoir, au même titre qu'ils n'ont pas comptable nécessairement en interne, peuvent utiliser des services externes sur le long terme, parce que ce qui est core business, ça reste product, sales, marketing, beaucoup. Et dans product, je mets l'IT pour ce qui concerne notre monde, mais tu vas avoir du mal à développer une boîte jusqu'à N millions d'ARR sans avoir une équipe marketing qui est capable de porter ton message et surtout tes opérations quotidiennes. Mais c'est vrai que dans l'attente d'atteindre ce stade-là, c'est d'autant plus génial maintenant qu'on a quand même toute une génération de CMO qui arrive sur le marché fractionnel. Donc, tu es une boîte tech aujourd'hui, tu veux un CMO, ça coûte un petit prix, mais tu as un choix qui est exceptionnel en ce moment. On verra ce que ça donne dans 1 an, 2 ans, mais je trouve que tu vois les profils qui se mettent comme le tien sur le marché, c'est assez, c'est une très bonne opportunité pour les boîtes. Clairement, c'est un beau mot de la fin. Ça conclut un peu sur la talent fractional economy.
Merci beaucoup Gwen d'être passée nous voir. Merci Gwen. Et Guillaume, à très vite. À la prochaine.